puisque là, je vous ai lu ce que le président, soi-disant Modibo Keïta, avait adressé à son ami, le Premier ministre Pascal Lissouba. En tout cas, le président du Mali n'écrit pas à un ami personnel, la lettre n'étant pas adressée à l'ami Pascal Lissouba, mais à monsieur le Premier ministre et cher ami. Donc le style n'est pas au tutoiement. Et le terme ami placé immédiatement après monsieur le Premier ministre ne semble être qu'une formule d'usage, puisque dans le corps de la lettre, le président Massamba Déba est également appelé l'ami Déba. Donc l'on ne comprend pas qu'entre les deux amis, qu'il n'ait pas choisi de s'adresser directement à celui de son rang, qui est le destinataire par essence, et finalement le plus visé en tant que garant du système. Voilà donc un peu les contradictions, pour ne pas dire si cette lettre n'était pas préfabriquée par Lissouba lui-même. En tout cas, le sentiment réel qu'on a en examinant cette lettre est qu'elle a été conçue et rédigée au Congo. Et visiblement, c'est une manipulation. Quand on sait combien l'ambassadeur du Mali, Alioune Diakité, était impliqué dans le mouvement révolutionnaire congolais, au point de porter la tenue de la GMNR, de participer aux vigilances de jour comme de nuit. Alors, M. Mbindi, directeur de la Sécurité nationale, finalement plus informé, saisira cette occasion pour révéler aux membres du Gompila l'existence des protagonistes locaux, à savoir Matsokota, Poabou et Massoémé. Qu'entendait-elle par énergique? Le 14 février 1965, réunion qui suit celle de la veille, Mbindi revient avec une autre information selon laquelle les événements étaient en train de se précipiter. Les protagonistes locaux avaient décidé de passer à l'action. Le groupe lui demande d'en référer au président de la République pour conduite à tenir. À cette réunion participaient M. Noumazalaï, Mabungu Bimba, Wombessa, Lunda, Ndala et Mbidi. Du président de la République, il ne reviendra aucun écho. A-t-il été informé ou non? Toujours est-il que le pays tout entier apprend avec horreur que 3 hauts fonctionnaires ont été enlevés dans la nuit et assassinés. Les corps de Matsokota et Massoémé ont été retrouvés mutilés dans la boue, aux environs de Kintélé. À ce jour, le corps de Poabou n'a jamais été retrouvé. Que s'est-il passé réellement? La dernière. Et ça, c'est la question qu'on doit se poser, parce que c'est Ambroise Noumazalaï qui était chargé justement d'enlever le président de la Cour suprême, tout juste parce qu'il y avait également aussi un problème de rivalité, il faut le dire. C'est pour ça que j'ai interpellé également Mme Emeniali pour qu'elle fasse plus de lumière sur cette question, parce qu'elle était la convoitise de 2 leaders à l'époque, Matsokota qui était son ami, et puis Ambroise Noumazalaï qui tenait à tout prix également à en faire une épouse. Voilà. En tout cas, la dernière réunion de Mpila, ça c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer, parce que nous savons très bien que nous avons également aussi des informations des plus anciens, notamment Moudi Leno et autres, qui les ont connus à l'époque de l'AEC et de la FEANF. Merci. Donc, d'abord, je veux souligner une chose. Matsokota était l'homme qui était craint. D'abord, non seulement il était très brillant, très éloquent, mais en tout cas, une fois, ils ont tenu une réunion à Paris et il expliquait, parce que c'est quelqu'un qui était très intelligent, il comprenait que c'est le groupe, ses collègues de la FEANF ou de la EEC ne comprenaient rien. Il était obligé de leur dire, mais dans quelle langue je vous parlais? Je vous parle bien en français. Donc, ça avait dû énerver les Lissouba et autres, et probablement ils lui ont gardé une sale dent. Et c'est pour ça qu'on lui a réglé son compte. Probablement, parce que ça aussi, ça fait partie. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Souvent, c'est des petites choses là, comme ça, qu'on veut reproduire. Ceux qui sont en France, vous voyez des gens qui ne sont pas suffisamment cultivés, qui ne progressent pas, qui ne sont pas à la hauteur, mais qui envient les autres. Et après, ce sont des règlements de compte au pays. Et c'est pour ça qu'il faut faire une démocratie. Il faut établir les règles
reprendre les règles qu'on a mis à la conférence nationale, la probité morale pour le choix des cadres. Sinon, on va reproduire ce qui s'est passé dans les années 60, où on a tué des gens parce qu'il y avait un problème de compétence, un problème d'ego, un problème de jalousie, un problème de haine. Macron s'apprête à aller au Congo-Brazzaville, mais nous demandons à Macron, c'est vrai, il faut que la France ou l'Europe récupère le gaz qui est brûlé, parce que le gaz du Congo est brûlé. Le Congo produit le gaz, et je le dis, ce gaz-là doit être vendu, et les fonds ne doivent pas être donnés au gouvernement, qu'il y ait une compensation, qu'il fasse le troc. Nous vous donnons le gaz, et développer surtout la première région où on produit ce gaz. Il y a la pollution, il y a les infrastructures qui ne sont pas correctes. Regardez une ville qui produit le pétrole, pour ne pas dire une région qui produit le pétrole, c'est la région et qui est la plus pauvre. L'une des régions les plus pauvres au Congo. Vous ne pouvez pas imaginer avec cet argent. C'est pour ça que nous disons à Macron, oui, si vous allez au Congo, faites libérer des prisonniers politiques. Faites tout pour signer des accords. Vous dites, nous allons, au lieu de brûler le gaz au large de Pointe-Noire, nous allons récupérer, nous allons acheter ce gaz, mais nous n'allons pas vous donner de l'argent. Nous allons faire une compensation. C'est le troc. Nous allons réaliser des infrastructures, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan économique, notamment les problèmes d'éducation, les problèmes d'infrastructures routières. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Florin. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Alors nous poursuivons dans l'évocation des crimes au Congo, les crimes qui se sont déroulés en février 1965. Alors pour ceux qui ne nous ont pas suivis
hier ou il y a quelques jours, nous rappelons que nous faisons l'évocation des assassinats de Joseph Poabou, président de la Cour suprême, Alain Lazare Matsukuta, procureur de la République, et Anselme Masweme, qui était directeur général de l'Agence congolaise de l'information. Voilà 3 hauts cadres qui ont été assassinés dans la nuit du 14 au 15 février 1965. Voici aujourd'hui 58 ans. Et on ne peut pas bâtir le pays sans tenir compte de son passé et de son présent. Nous faisons le compte-rendu du rapport de la commission ad hoc assassinat qui n'a jamais été rendu public à la conférence nationale et d'ailleurs même après la conférence nationale, sauf que il y a eu 2 publications. La première publication, c'est celle de Massema, Roger, et qui était président de cette commission ad hoc, assassinat, et son rapporteur, Jean-Claude Mahima Mbemba, qui a également publié le rapport que je vous montre, que j'ai, et donc je me permets de vous lire. Notamment, j'ai commencé par faire un résumé, une introduction. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler des auditions pour comprendre comment les principaux auteurs, pour ne pas dire ceux qui étaient mis en cause ou ceux qui étaient témoins, ont pu rendre compte à la conférence nationale. Donc, je commence par cette audition du 27 avril 1991 qui concernait Nsangou, Massengo, Mbindi Michel et bien d'autres. Donc je commence par l'audition de Nsangou, Massengo, Mbindi et bien d'autres. Alors Nsangou dira ceci. Alors qu'il était chargé de rechercher les 3 hauts fonctionnaires enlevés la nuit précédente, donc le lieutenant Nsangou Camille, de passage au domicile de Massengo Boniface, est informé par ce dernier de ce que la veille, il lui avait été ordonné de déposer la Land Rover au domicile de son ministre, et qui, y étant, il a remarqué la présence de plusieurs personnes, dont Van der Riesen, Kamanke, Lunda, Obessa, un officier militaire reconnu par Massengo Boniface comme pratiquant le sport équestre. À cette occasion, il a vu et entendu Van der Riesen dire « Allez, faites vite, nous avons d'autres chats à fouetter. » Massengo poursuit, en lui disant que le lendemain matin, il a vu sa Land Rover au garage de l'actuelle primature en train d'être lavé à grande eau. Dans sa recherche des corps des disparus, il apprend par un paysan que toute la nuit au village Kintélé, on n'avait pas cessé de tirer, information qui lui a permis de se rendre sur les lieux et de découvrir les corps des suppliciés. Il a signalé également dans sa déposition que le véhicule qui a servi au transport des fonctionnaires enlevés portait l'immatriculation 054 K4 et était consigné au registre de main courante du poste de police de la Tiémé, tenu cette nuit-là par feu Missidi Banzi Etienne. Nsangou révèle qu'après la découverte des corps et au moment des constatations, il a été mis fin à sa mission par son chef hiérarchique qui avait reçu de son côté l'ordre de faire cesser cette enquête au motif que le bureau politique s'en occuperait.
Alors donc, vous comprenez que c'est pratiquement la même stratégie qu'on avait. Bon, ça c'est une parenthèse que je tiens à ouvrir et à refermer. C'est la même stratégie pour les événements de mars 1977, parce que celui qui était chargé de l'enquête à l'époque, je vous ai dit, Jacob Nsimba, on l'avait dessaisi de ce dossier, alors que c'est lui qui était en train d'examiner, de faire le constat des conditions, des circonstances du décès de Marien Wabi, du cardinal Émile Bayenda et de Massamba Deba, dont il a vu pratiquement la tête qui avait disparu. En fait, il n'y avait plus rien, la tête était en lambeaux. Et d'ailleurs, je tiens à dire maintenant qu'il y a des langues qui se délient. On sait très bien qu'on l'avait criblé de balles, plusieurs balles pour les militaires qui sont allés donc à l'exécution. Ils ont donc déchargé, en tout cas, tout ce qu'ils avaient comme munitions. Bon, alors, je viens maintenant, je ferme donc cette parenthèse et je reviens sur l'audition du deuxième Massengo Boniface. Donc, à son tour, donc, lui, il confirme la déclaration de Nsangou que nous venons de lire et ajoute que le lendemain, à 6 heures, il a vu sa Land Rover chargée des éléments de la GMNR dont l'un a crié à son endroit « Beau !» Il a reconnu qu'il s'agissait de son beau-frère Mabouaka. Alors, Mbindi Michel va être interrogé en tant que directeur général de la Sûreté nationale. Lui, il a décrit rapidement le climat qui prévalait dans le pays avant les événements. Climat caractérisé par les rumeurs des arrestations arbitraires opérées par la GMNR, le conflit politique entre le premier ministre Lissouba et le premier secrétaire de la GMNR, Noumazalaï. Il dénonce la réunion des autorités organisée au cabinet du Premier ministre à laquelle le directeur général de la Sûreté nationale n'a pas été appelé, mais plutôt Alioune Diakité, diplomate malien, pour neutraliser un soi-disant commando que constituait le président de la Cour suprême, le procureur de la République et le directeur de l'information. Dans la nuit du 14 au 15 février 1965, le directeur général de la Sûreté nationale, rentrant d'une veillée, est interpellé à hauteur du Trésor par le ministre Omessa, qui l'invite à le suivre. Et ensemble, ils empruntent l'avenue de la Tiémé et se séparent au rond-point Kulunda. M. Mbindi prétend avoir rejoint le lieu de la veillée dans la rue Sibiti. Le lendemain matin, à 4 heures, Mbindi est informé par ses services de l'enlèvement de 3 hauts fonctionnaires. Il décide alors de rendre compte au président de la République en passant par le Premier ministre. Y étant, il constate la présence de Van den Riesen, directeur de cabinet du Premier ministre, qui était Pascal Lissouba, vêtu donc d'une tenue de la défense civile, dont le pantalon était entaché de sang, les chaussures pleines de boue. Ce dernier le prie de rencontrer le Premier ministre qu'il trouve dans un état de surexcitation, protestant en ces termes. « Ce n'est pas ce que nous avons dit. Je ne voulais pas qu'il meure. » Pour Mbindi, ce constat était donc suffisant pour clôturer son enquête. De ce pas, il se rend chez le président de la République, qui lui aussi avait été mis au courant, donc très agité en larmes. Quittant le chef de l'État, il se rend à ses bureaux, où il donne rapidement les instructions sur la recherche des disparus avant d'aller prendre un café chez lui. Plus tard, Mbindi reçoit la visite du ministre Omessa en petite tenue qui le met en garde en ces termes. Celui qui osera faire une enquête sur cette affaire sera éliminé. Nous passons donc à l'audition de Omessa André, qui était président de la GMNR, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, membre du groupe de réflexion de Mpila. Il reconnaît qu'il a assisté aux différentes rencontres de Mpila
Et c'est justement à l'une de ces rencontres qu'une information va être donnée sur l'existence d'un complot ourdi à l'extérieur avec l'implication à l'intérieur animée par Matsokota, Poabou et Masweme. À cette réunion, on décide de neutraliser les comploteurs intérieurs pour les empêcher de passer à l'action. Étaient donc présents Lisuba, Numazalai, Ndala, Muntol, Dacosta. Il a signalé en outre que l'information de ce complot avait été apportée par le Premier ministre et que les débats avaient suivi et au cours desquels les uns ont préconisé l'arrestation immédiate et les autres, notamment le Premier ministre et Oumbessa, proposaient de les suivre pour les prendre la main dans le sac. Cependant, il s'interroge si d'autres réunions ont eu lieu au cours desquelles les exécutions ont été décidées. Oumbessa justifie sa présence au sein du groupe par sa qualité de président de la GMNR. Audition de Babela Firmin. Babela Firmin, agent de la radio-diffusion télévision congolaise, RTC, collègue de service de M. Ngayo, déclare que la veille des événements, celui-ci s'est présenté au garage pour meuler son poignard. Le lendemain matin, Ngayo arrive au service en retard, dans une tenue débraillée, entrant par le portail arrière. Il sort son poignard couvert de sang et se met à le nettoyer. En même temps qu'il déclare « Cette nuit, on n'a pas dormi. Il y en a eu qui ont payé de leur peau cette nuit. » Babela souligne par la suite que vers 11 h, dès l'annonce de la disparition des 3 fonctionnaires, Ngayo a disparu du service pendant près de 3 semaines. Le 1er mai a été procédé aux auditions de Chinchi, Jean-Marc, Ndala, Claude Ernest, Digraï, Tambo Félix, Kanukunu Félix, Massamba Edouard, Mabungu Bimba. Alors Nchinchi, Jean-Marc, inspecteur de police, chef de section des renseignements généraux, déclare que dans la nuit du 14 au 15 février 1965, Michel Mbindi avait ordonné qu'il fallait désormais laisser 2 agents au poste frontalier du Djoué et de la Tsiémé. Il révèle ensuite que dans la nuit des enlèvements, Mbindi a sillonné la ville et est arrivé au poste de la Tsiémé en compagnie de Oumbessa. Vers 1 h, peu après, une Land Rover bâchée arrive, fait des appels, code phare, Mbindi va à la rencontre du véhicule, s'entretient avec le chauffeur et ordonne le passage. Pendant que le véhicule passe, les agents de police perçoivent des gémissements humains à l'intérieur. Aussitôt le passage du véhicule, Mbindi et Oumbessa se retirent des lieux en direction de la ville. Nchinchi fait remarquer que toutes ces opérations étaient consignées dans le registre de main courante du poste de la Tsiémé. Il révèle en plus qu'il n'y avait jamais de réel complot intérieur et qu'il ne s'agissait que d'un scénario monté par le directeur général de la Sûreté nationale avec son collaborateur Kimbembe Dieudonné, chef de service de la surveillance du territoire. Vous connaissez Kimbembe Dieudonné, il sera d'ailleurs par après ministre de la Justice, pour ceux qui ne savent pas. Bon, Ndala Graï parle, membre du comité exécutif de la GMNR, rédacteur au journal du Panda, reconnaît lui aussi l'existence du groupe de Mpila et définit 3 tendances. Tendance Mbindi, tendance Numazalai, tendance Lisuba. Et que lui-même appartenait à la tendance Numazalai avec Lunda Jean-Baptiste. Il affirme par ailleurs que Mabungu Bimba était l'œil et l'oreille de Massamba Deba au sein du groupe. Ndala a rappelé à la commission que Mbindi a fait au groupe un exposé sur l'arrivée des armes et le complot éventuel. Une décision a été prise en vue de neutraliser Matsokota, Poabou et Masweme. Pour ce faire, la tendance Numazalai devait neutraliser Poabou, celle de Mbindi, Masweme et celle de Lisuba, Matsokota. Pour la tendance Numazalai, la mission de suivre Poabou était confiée aux Camerounais de l'UPC. Elle,
au Sendé à Fana. La veille des événements, une réunion s'est tenue au domicile de Mabungo Bimba avec pour objet de faire le point sur les missions assignées aux différentes tendances. Au cours de celle-ci, Mbindi, directeur général de la Sécurité nationale, apporte les informations complémentaires devant la gravité de ces informations. Il convient d'envoyer Mbindi en référé au chef de l'État pour savoir quelle serait la conduite à tenir. L'a-t-il vu ou pas? Je ne saurais le dire, sinon que le lendemain, nous avons appris la mort des 3. Nous citons donc, je viens donc de lire la déposition de Ndalagraï à la conférence nationale. Maintenant, nous passons à Tambo Félix. Tambo Félix, c'est le commandant du corps urbain de la police de Brazzaville. Il relate que dans la nuit du 14 au 15 février 1965, le chef de poste du commissariat central l'a informé de l'appel téléphonique du président de la Cour suprême et s'étant rendu au domicile de celui-ci, il y a trouvé des hommes politiques, le directeur de la police et les membres du bureau politique qui lui avaient intimé l'ordre de repartir parce qu'il s'agissait là d'une affaire de révolution et que la police était incompétente. Il a souligné que ces faits étaient consignés dans le registre de main courante de la police. En effet, d'ailleurs, pour l'enlèvement du président de la Cour suprême, Niali Mambou a fait un ouvrage, il a fait un témoignage parce que le procureur, plutôt le président de la Cour suprême, était son oncle. Donc, elle est encore en vie, Madame Niali, elle peut effectivement rendre public. De toute façon, elle a publié un ouvrage dans lequel elle relate plus ou moins cette affaire. En tout cas, Kanoukonou Félix, vice-président de la section 14 du MNR à Mongali, quant à lui, il déclare qu'il ne savait rien des assassinats. Cependant, quelques mois après, un meeting est organisé à la mairie par la GMNR afin de dénoncer les assassins de Matsokota, Poabou et Massoémé. Meeting auquel Kanoukonou est convié en sa qualité de vice-président de la section 14 du MNR Mongali. Déjà à partir de la section 14, Kanoukonou remarqua qu'il y avait des pancartes et des banderoles sur lesquelles étaient portés les noms de Lissouba, Numazala, Lunda et Ndala comme étant les assassins. Après le meeting, Kanoukonou est arrêté, gardé à vue un moment au commissariat central, transféré au camp 15 août, puis déféré à la maison d'arrêt. Là-bas, il a fait la connaissance d'un Gayo qui lui a fait des révélations. Nous étions partis prendre Matsokota et Poabou. Les chefs de corps sont Numazalai, Lissouba, Lunda, Vanden Rizen, Dacosta et Kamanke. Voilà la déposition de Kanoukonou Félix. Maintenant, nous passons à l'audition de Massamba Bernard. Massamba Bernard, c'est un officier de paix, chef de la brigade d'intervention de jour, qui affirme que ce jour-là, entre 20 et 21 heures, les gens jetaient des cailloux sur le toit de la maison du procureur Matsokota. Informés des faits, Mabiala et 2 agents de police se rendent sur les lieux et sont reçus par le procureur de la République et lui proposent de quitter la maison s'il se sentait en insécurité. Mais il leur a répondu qu'il ne se sent pas en sécurité et que le jet des pierres peut être dû au voleur. Alors, l'officier et ses 2 adjoints regagnent leur poste. Entre 23h et 24h, Madame Matsokota téléphone au commissariat pour annoncer l'enlèvement de son mari par des bandits. Dans le même temps, Madame Poabou téléphone également pour annoncer l'enlèvement de son époux. L'agent Mbemba Henri se rend sur les lieux accompagné d'une équipe et y trouve tout le gouvernement, y compris le Premier ministre. Ceux-ci lui disent qu'il s'agit d'une affaire de révolutionnaires qui ne regardent pas la police. C'est ainsi qu'il assiste impuissant à l'enlèvement de Poabou par des gens masqués et armés. Il déclare en outre qu'après l'appel téléphonique de Madame Matsokota, consécutive à l'enlèvement de ce dernier, les agents de permanence ont rendu compte à Mbindi, lequel a ordonné de placer 2 agents à chaque poste frontalier, en l'occurrence la Tsiémé et le Djé.
Peu après, lors d'une patrouille, il constate la présence de Mbindi et Ombessa au poste d'Assiémé qui facilite le passage de la Land Rover selon un code visiblement convenu. De tout ceci, mention avait été portée dans le registre de la main courante. Massamba fait observer que pour avoir assisté à tous ces événements, il s'est vu affecté dans la zone nord du pays par téléphone. Mabungu Bimba déclare donc, à son tour, membre du comité central du MNR, président du Conseil économique et social, fondateur du groupe de réflexion de Mpila, responsable des magasins Choc, qui a exposé à la commission 2 fois, a d'abord donné la genèse du groupe de Mpila, qui avait pour objet premier l'insertion des jeunes cadres rentrés de formation et les possibilités de remplacement des Européens. Le groupe composé de Lissouba, Matika, Dacosta, Muntol, Mabungu Bimba avait correctement joué son rôle jusqu'en 1964, lorsque arrive le groupe dit de Toulouse, composé de Noumazalaï, Ndala, Lunda, tendance très politisée, un but d'idéologie marxiste. Dès lors apparaissaient au sein du groupe deux tendances, les vrais marxistes et les révisionnistes. En dehors du groupe de Toulouse, le groupe de Mpila s'est élargi avec l'arrivée de Mbindi, Ombessa et Matsokota. Au sein de ce groupe de réflexion se sont constitués 3 pôles autour de Massamba Deba, Noumazala et Lissouba. À la dernière réunion à laquelle il a participé, il a été question d'un coup d'État venu de l'extérieur et il se posait la question de savoir si oui ou non il fallait neutraliser les éléments intérieurs. De la discussion, la majorité s'est dégagée pour neutraliser le complot. Ayant appris la mort de 3 hauts fonctionnaires le lendemain matin, Mabungu Bimba a eu le sentiment de quelqu'un qui avait été trompé. C'est ainsi que par rapport au positionnement des assassinés, il a immédiatement pensé à la tendance de Toulouse qui excitait déjà une partie de l'armée et de la GMNR. Ceci a été prouvé dans les événements de 1966 et confirmé par ceux de juillet 1968. Selon donc Mabungu Bimba, l'idée de complot émane du groupe de Toulouse ayant à sa tête Noumazalaï. Pour terminer, il précise que la mission de neutraliser les auteurs intérieurs du complot était confiée à Ombessa, qui était président de la GMNR. Nous passons maintenant à l'audition de Mabiala Benoît. Mabiala Benoît est un officier de paix adjoint, chef de poste de jour au commissariat central. A été entendu le 2 mai 1991 et a déclaré qu'à sa prise de service à 20 h, il a relevé une consigne dans la main courante selon laquelle 2 véhicules de service devaient être déposés au domicile du président de la GMNR parce qu'il devait y avoir une démonstration cette nuit-là. Il s'est exécuté immédiatement, mais comme il n'avait qu'un seul véhicule, il a prié son collègue Massamba de faire autant. Vers 23h30, Madame Massouemé se présente au poste en robe de chambre pour annoncer l'enlèvement de son mari. L'officier Mabiala envoie une équipe d'intervention pour effectuer des recherches et du compte rendu à lui fait. Il ressort que des Land Rover non immatriculés effectuaient des patrouilles et des éléments à bord portaient les masques. Vers 1 h du matin, l'officier est informé de la tentative d'enlèvement de M. Matsokota. Entre-temps, on lui annonce que M. Poabou était attaqué. La police arrive sur les lieux et trouve les 2 Land Rover qui venaient d'enlever M. Poabou et qui lui était interdit d'intervenir. Noumazalaï Amboise donc va s'exprimer, va être auditionné à la conférence nationale, notamment à cette commission, en tant que premier secrétaire, ancien premier secrétaire du MNR. Dans sa déclaration, il a dit qu'il a été effectivement premier secrétaire du MNR, mais il y avait un secrétaire général. M. Noumazalaï reconnaît avoir participé à la réunion de Mpila et réaffirme que sa responsabilité est une responsabilité collective et comme le président Massamba Deba est mort, il prend sur lui toute la responsabilité morale de ce qui est arrivé. Toutefois, il déclare que sur le plan individuel,
et n'a donné aucun ordre d'éliminer qui que ce soit. Les réunions se sont tenues plusieurs fois à Mpila. Le président Massamba Deba connaissait bien ce groupe qui se trouvait chez l'un de ses intimes, à savoir Mabungu Bimba. Il reconnaît avoir participé à la réunion au cours de laquelle il avait été décidé de surveiller les comploteurs. À cette réunion avaient pris part, entre autres, Lissouba, Mbindi, Ombessa, Mabungu Bimba, Ndala et Numazalai lui-même. Ce groupe de réflexion était un groupe informel qui travaillait en dehors des structures du MNR et de l'État. Il déclare n'avoir jamais vu Matsokota et précise cependant qu'il n'était pas un contre-révolutionnaire. Le capitaine Nsika Norbert, commandant de la Légion de gendarmerie, a de son côté informé la commission que dans la nuit des faits, entre 23h et minuit, il a été réveillé par quelques gendarmes qui venaient du bureau du Premier ministre, Pascal Lissouba, pour lui annoncer que les personnalités venaient d'être enlevées. Il a aussi rendu compte au chef de l'État par téléphone avant de mettre ses services en mouvement. Par la suite, il a saisi le chef d'état-major général, le commandant Moutsaka, après avoir constitué un état-major de crise au sein du corps. Le lendemain, entre 9h et 10h, la brigade de Potopoto l'informe de la découverte des 2 corps criblés de balles à Kintélé. Il a tout de suite avisé le parquet en la personne du substitut du procureur Adouki et de celle du procureur général Gazadi. Ils se sont transportés sur les lieux avec un médecin légiste en vue du constat du corps mutilé de Matsokota et Masweme enfoui dans la boue. Le commandant de gendarmerie déclare que les 3 victimes n'ont jamais attiré l'attention des services des renseignements de la gendarmerie en tant qu'élément subversif et qu'à ses yeux, le complot existait au plan extérieur et non intérieur. Alors Lunda, Jean-Baptiste, donc, va également témoigner en tant que membre du comité exécutif de la GMNR. Il était commissaire politique près de la défense civile au camp Lumumba et lui donc il va déclarer « J'ai le courage de mes opinions et de mes actes. Il fallait avoir le courage de briser la présence militaire du néocolonialisme. Je croyais en la révolution et je devais la défendre. » Concernant donc les événements douloureux de 1965, M. Lunda a représenté son chef Diawara, Ange, à une réunion au cabinet du Premier ministre Lissouba, présidée par son directeur de cabinet Vanden Riesen l'après-midi. À cette réunion, où les responsables étaient présents, sauf Ndala Claude Ernest, Mbindi, directeur de la sécurité, a fait un exposé sur le complot préparé par Matsokota, Poabou Masweme, avec le concours de l'ambassade des États-Unis. Quelques éléments de la gendarmerie et de l'armée. Mbindi donc a précisé qu'il y avait des éléments de la sécurité infiltrés dans le groupe des comploteurs. La radio des droits de l'homme et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. Donc pour Lunda, la mission était donnée de continuer à suivre le mouvement subversif. Il ne reconnaît pas avoir appartenu au groupe de réflexion de Mpila. Néanmoins, il a appris par Ndala qu'il existait 3 tendances, Numazalai, Lissouba et Massamba Deba, et que dans la mission de neutralisation, à chaque tendance avait échu une personnalité. La tendance Numazalai pour Poabou, celle de Lissouba pour Matsokota et celle de Mbindi par Masweme. Lunda, continuant à citer Ndala, ajoute que c'est au cours de cette réunion du groupe de Mpila que Mbindi annonce l'imminence de la phase d'exécution du complot dont l'objet était l'élimination physique du président de la République et des dirigeants de la Révolution. Pour ces faits, Mbindi devait en référer au chef de l'État pour conduite à tenir. Il a ajouté que les circonstances du complot étaient centralisées au cabinet du Premier ministre par Vanden Riesen et le directeur de la Sûreté nationale, M. Mbindi.
Le seul écho qui soit revenu le lendemain, c'était que Poabou Masueme et Matsokota étaient assassinés. Muntol Hilaire va également s'exprimer en tant que membre du bureau politique du MNR, a dans sa déclaration donc refait l'historique du groupe d'Mpila, dont il a dit que c'était une structure informelle de 16 membres, parmi lesquels Lunda Jean-Baptiste. Il a mis en exergue l'aspect singulier de l'importance du dit groupe qui se saisissait de dossiers importants, dossiers d'État, pour les soumettre à une réflexion et même en suivre la négociation. Tel est le cas de Mabungu Bimba dépêché en Chine pour aller négocier l'ouverture des relations diplomatiques avec ce pays. Il a aussi mentionné son étonnement d'apprendre dans la déclaration de Ndala en plénière que la décision de neutraliser les victimes ait été décidée en Pila. Alors le professeur Pascal Lissouba, qui a été interrogé en tant qu'ancien Premier ministre à cette époque, a déclaré que les événements de 1965 ont commencé par la réception de la lettre du président Modibo Keïta du Mali, qui faisait état d'un complot qui serait une initiative de Tchombe avec l'appui des pays occidentaux, les Portugais en particulier. Bon, cette lettre demandait entre autres au Premier ministre d'en introduire le porteur, un Français du nom de Lambiné auprès du président de la République, ce qui fut fait. Après l'entretien du président et Lambiné, 4 instructions furent données. Que Lambiné laisse par écrit ses propos pour que la sécurité puisse suivre. Saisir l'OCAM. Sensibiliser les ambassadeurs pour information à leurs pays respectifs. Être prêt pour d'autres informations. Pour l'OCAM, c'est le ministre Bikouma qui fut chargé d'évoquer la lettre. Les ambassadeurs informés approuvent l'initiative du Congo et requièrent la dénonciation publique du complot. Il faut comprendre que le ministre Bikouma était ministre de l'Intérieur, jamais Bikouma. C'est d'ailleurs lui avec Massamba Deba qui ont fait le coup d'État d'août 1963, parce qu'ils étaient éjectés du gouvernement pour avoir détourné des fonds en provenance des États-Unis, parce que la première tranche que le président Kennedy avait versée au Congo pour son développement avait été détournée en partie par les 2 personnalités qui étaient éjectées du gouvernement. Parce que Massamba Deba à l'époque était président, plutôt ministre du plan, et Bikouma était ministre à la présidence chargé de l'industrie. Et c'est lui qui devait piloter justement le projet du barrage de Sonda que le président Fulbert Yulu est allé plaider aux États-Unis, à Washington. Et c'est d'ailleurs celui-là, ce qui a fait, qui a posé le problème à Yulu avec De Gaulle, qui n'était pas d'accord que le président du Congo puisse avoir une ouverture avec la première puissance mondiale. Bref, alors donc, je continue. Le dessein donc de Tchombe, déclare donc Pascal Lissouba, le dessein de Tchombe, qui était donc Premier ministre du Congo Léopoldville, était d'entrer à l'OCAM et d'obtenir de toute aide, que toute aide attribuée au Congo soit automatiquement interrompue. Parce qu'effectivement, Tchombe était contre le régime de Massamba Deba, étant donné que Massamba Deba avait fait tomber le président Fulbert Yulu, qui était son ami. Alors, pour contrer les manœuvres de Tchombe, le Premier ministre Lissouba a conduit en personne une délégation de son pays à Bangui. La stratégie du président de la République du Congo consistait à isoler toute démarche de Tchombe. Diverses missions ont été dépêchées dans les pays progressistes d'Afrique dans ce sens. Au sujet de sa déclaration, étant donné la gravité de la situation, le chef de l'État lui a ordonné de présenter une fiche irrelative afin de saisir l'opinion nationale. La fiche présentée, le chef de l'État a plutôt ordonné au Premier ministre de la lire à l'attention du peuple congolais. Pascal Lissouba reconnaît avoir fait cette déclaration devant l'Assemblée nationale en invitant le préfet de Kwilu à faire surveiller
le Mont Bamba et ceux de Brazzaville et Pointe-Noire à boucler leur ville devant l'affolement de certains responsables et amis. Après cette déclaration, Pascal Lissouba a décidé d'une réunion en Pila, au cours de laquelle certains camarades ont accusé le gouvernement d'être tout simplement laxiste. Ceux-ci, très durs, ont décidé de s'occuper de cette affaire de manière énergique, car un collègue confirmait que les choses étaient très avancées. Selon Lissouba, il fallait laisser aux services habilités le soin de faire leur travail et de prendre les auteurs la main dans le sac. Lissouba s'oppose formellement qu'à cette réunion, il ait été question de donner la mort aux gens ou de les arrêter, mais plutôt de les faire suivre pour les prendre la main dans le sac. Toutefois, il confirme que le président Massamba Deba reprochait à Matsokota son agitation dans les milieux tribaux et pour ce fait, s'était refusé de l'admettre au gouvernement comme lui, Lissouba, le proposait. Dans la nuit, les faits, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les faits ne se sont pas passés comme ça, parce que Matsokota n'a jamais accepté d'être au gouvernement, parce que lui, c'est plutôt lui qui voulait la place de Massamba Deba après la chute de Yuru. Parce que c'est lui qui a organisé, il a fait partie aussi du complot qui a fait déposer le président Fulbert Yuru. Donc je voulais repréciser cela, mais en tout cas, ça c'est la déclaration de Pascal Lissouba que je venais de vous lire et que je continue de vous lire. Donc dans la nuit des faits, donc Lissouba travaillait dans son bureau avec l'ambassadeur algérien pour aider le réfugié Thomas Kanza à quitter rapidement le Congo. Quand tard dans la nuit, 3 gendarmes l'ont informé des 3 hauts fonctionnaires. Aussitôt, il a tenté de joindre par téléphone tous ceux des dirigeants qui avaient une certaine autorité sur le mouvement des troupes. Mais il n'a pu avoir que le ministre Omessa qui lui a confirmé les faits. Le lendemain matin, vers 10 h, Lissouba est informé de la découverte des corps de Matsokota et Massemé. Pascal Lissouba fait remarquer cependant qu'en tant que Premier ministre, il avait comme collaborateur chargé de l'économie Ambroise Nomazalaï. Premier secrétaire du MNR, leur rapport s'étant dégradé. Il avait reçu un blâme du bureau politique du MNR. Lissouba reconnaît également que pendant cette réunion de Mpila, Mbindi, directeur de la sécurité, avait ciblé les noms de Matsokota, Poabou et Massemé comme étant des têtes de pont de l'opposition à l'intérieur du pays. Voilà donc, vous venez de suivre toutes ces dépositions, ces auditions à la conférence nationale, mais il y a par la suite des confrontations, parce que, comme vous avez su bien peut-être le cerner, les confrontations, il y a eu la confrontation de Babela et Ngayo, et la confrontation de Ombessa et Mbindi, d'une part, et de Nchinchi et Massamba et de l'autre. Bon, alors, pour la confrontation de Babela et Ngayo, il ressort que Babela, agent donc de la RTC, et qui avait remarqué le comportement inhabituel de Ngayo, la veille et peu avant l'annonce des événements, persiste dans sa déclaration, tandis que Ngayo va nier les faits. Alors pour Ombessa et Mbindi, l'inspecteur donc Nchinchi confirme sa déclaration antérieure, de même que l'officier de paix Massamba. Mbindi et Ombessa ont continué à nier s'être présentés au pont de la Tiémé dans la nuit des assassinats. Cependant, Mbindi déclare que Ombessa, lors de sa rencontre avec ce dernier, à hauteur du trésor, était dans une Land Rover et sortait du côté du domicile de Poabou. En outre, il rappelle que le président Massamba Deba avait confirmé les ordres à lui intimés par Ombessa de ne jamais ouvrir ou faire ouvrir une enquête sur les assassinats de la veille. Voilà donc ce qu'on peut lire sur le rapport qui n'a pas été lu à la conférence nationale. Cependant, il y a quand même une synthèse de la commission ad hoc assassinat
Et cette synthèse de la commission s'articule autour de trois grandes préoccupations. D'abord, l'appréciation des faits, les responsabilités, les suggestions. En ce qui concerne les appréciations des faits, elles nécessitent la décision sur le complot révélée par la lettre du président Modibo Keïta du Mali, le récit des événements ainsi que les investigations menées en vue de régler cette affaire. Toute l'affaire part de la lettre du président Modibo Keïta adressée au Premier ministre Lissouba Pascal en date du 11 janvier 1965. D'ailleurs, nous allons vous lire cette lettre par laquelle son auteur révélait l'existence d'un complot international ourdi contre le Congo par des puissances impérialistes et singulièrement par les Portugais alliés de Moïse Tshombe, Premier ministre du Congo, Léopoldville. Au reçu de la missive, après compte rendu au président et sur instruction de ce dernier, le gouvernement dirigé par Pascal Lissouba entreprend immédiatement une activité diplomatique intense afin de faire échouer le dessein subversif de Tshombe. L'action porte spécialement sur l'isolement de Tshombe, notamment au niveau de l'OCAM, où il envisageait faire entrer son pays, ainsi que vis-à-vis des pays progressistes d'Afrique. Sur le plan intérieur, aucune mesure concrète n'est ordonnée dans le cadre de la révélation faite par la lettre susdite. Mais le président de la République décide d'en parler à la nation et ordonne à son Premier ministre que celui-ci s'en acquitte par devant l'Assemblée nationale. Par la suite, le Premier ministre juge opportun d'en parler au groupe d'Mpila. Le groupe d'Mpila est une institution informelle existant indépendamment des structures de l'État et du MNR qui regroupe les principaux cadres révolutionnaires du pays, parmi lesquels on peut citer Mabungu Bimba, un intime du président de la République, d'ailleurs qui vient de mourir il y a 2 ou 3 semaines dans la région parisienne. Je l'ai bien connu, je sais qu'il est mort avec beaucoup de soucis, beaucoup de regrets, parce qu'effectivement, personnellement, je l'avais interrogé, il avait dit qu'il y avait un malentendu, il n'avait pas voulu dire plus. En tout cas, Mabungu Bimba, donc je continue, donc dans ce groupe, on peut citer donc Mabungu Bimba, et Pascal Lissouba, qui était Premier ministre, Noumazala et Ambroise, qui était premier secrétaire du MNR, qui était en même temps ministre aussi, Ombessa André, président de la GMNR, Mbindi Michel, directeur de la Sûreté nationale, Ndala Claude Ernest Digraï, Lunda Jean-Baptiste, Muntol Hilaire, Dacosta Jean-Claude, Matsika Aimé, Matsukota Lazare. À une réunion du groupe à laquelle n'assistaient pas Matsukota et Muntol, Dacosta, et en présence des autres membres qui viennent d'être cités, le Premier ministre Pascal Lissouba les informe du complot. Prenant la relève, Mbindi Michel, directeur de la Sûreté nationale, révèle l'existence des ramifications intérieures du dit complot et leurs principaux animateurs, à savoir Matsukota, Poabou, Masweme. Il s'ensuit une âpre discussion sur les modalités de conjurer ce complot intérieur. Les uns préconisent de les faire suivre afin de les prendre la main dans le sac. Les autres proposent de les anéantir sans tarder. Finalement, le consensus se dégage sur la neutralisation. Alors, le récit des événements, le 14 février 1965, vers 17 h, se tient une réunion au cabinet du Premier ministre sous la présidence de son directeur de cabinet, Van den Riesen, à laquelle prennent part Mbindi Michel, Lunda Jean-Baptiste, Ombessa André, Mabungu Bimba,
Dans le même temps, Ngayo, qui dit être allé à la recherche de Ombessa pour retirer le mot de passe que sa section n'avait pu avoir depuis quelques jours, aperçoit depuis la salle d'attente où il se trouve des personnalités en réunion et que dans le couloir, il entend parler des gens qui le reconnaissent être les Camerounais parce qu'il comprend le dialecte camerounais. Il faut signaler qu'au dire de Ndala, une autre réunion s'est tenue chez Mabongo Bimba Ampila, au cours de laquelle les informations complémentaires sur l'imminence du complot avaient été fournies par Mbindi. On a demandé à ce dernier d'en référer au président de la République. Dans la même soirée du 14 février vers 20 h, l'officier de paix adjoint Mabiala Benoît fait déposer 2 véhicules de police au domicile de Ombessa, véhicules réquisitionnés pour faire une démonstration de nuit. Peu après, Masengo Boniface, attaché de cabinet auprès du ministre de Ombessa, dépose à son tour sa Land Rover sur l'instruction de celui-ci. Y étant, il remarque la présence de Vanden Riesen, Kamanke, Lunda, Ombessa lui-même, et entend Vanden Riesen dire « Faites vite, nous avons d'autres chats à fouetter ». Donc, vers 20 h, la famille Matsokota signale à la police que les inconnus jettent des pierres sur leur toit. La police se rend sur les lieux et puis Matsokota de quitter la maison et trouver refuge ailleurs. Mais l'intéressé refuse, estimant qu'il ne s'agissait que de voleurs. Aussitôt, de retour, les policiers Matsokota est enlevé par des gens masqués au dit de son épouse. Selon 2 déclarations presque dans le même temps, Madame Poabou signale à la police que les inconnus sont en train de menacer son mari et quand la police s'est rendue sur les lieux, elle trouve tout le gouvernement, lequel explique aux agents qu'il s'agit d'une affaire de révolutionnaires et non de la police. La police assiste, impuissante, à l'enlèvement de Poabou par des gens masqués disposant de 2 véhicules. Dans le même temps, Mbindi rencontre Ombessa à bord d'une Land Rover à hauteur du trésor public. Les 2 hommes se concertent un moment et font route vers Ouenzé en empruntant l'avenue de la Timé jusqu'au rond-point Kulunda où ils se séparent. Le lendemain, vers 5 h 30, Mbindi est informé de l'enlèvement des 3 hauts fonctionnaires se rend chez le Premier ministre, Lissouba, afin de lui rendre compte des événements. Il y rencontre Vanden Riesen en tenue de défense civile, le pantalon entaché de sang, les chaussures pleines de boue, qui lui dit Lissouba est là-haut, il fait des crises et veut se suicider. Mbindi rejoint Lissouba et le trouve effectivement en train de délirer. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Mbindi sort de chez le Premier ministre et se rend chez le président Massamba qui était déjà informé de la situation. Vers 6 h 30, Masengo Boniface, debout devant son domicile, voit passer une Land Rover ayant à son bord quelques éléments de la GMNR. L'un d'eux l'interpelle et il reconnaît la voix de son beau-frère Mabouaka François. Plus tard, se rendant au service, il surprend sa Land Rover déposée la veille au domicile de son ministre Ombessa, en train d'être lavé à grande eau au garage de la primature. Vers 9 h, les corps de Matsokota et Masweme sont découverts mutilés dans la boue aux environs de Kintele. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant. Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. La radio des droits de l'homme et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. Bon, là je vais vous livrer maintenant le point de vue de la commission ad hoc assassinat.
La lettre qui est à l'origine de l'éclosion de cette situation, faite de tensions et qui semble être l'œuvre de Modibo Keïta, président malien, appelle certaines réflexions. D'ailleurs, je vous lis cette lettre. Je prends connaissance de cette lettre pour vous permettre de vous faire une idée. Voilà, la lettre que le président, soi-disant Modibo Keïta, président du Mali, avait adressée au premier ministre du Congo, c'est-à-dire Pascal Lissouba. Bamako, le 11 janvier 1965. Monsieur le Premier ministre et cher ami, la situation de la révolution congolaise dans Brazzaville nous préoccupe tous. Son succès est une brèche sérieuse dans les positions du néocolonialisme et de l'impérialisme en Afrique équatoriale d'abord, dans l'Afrique tout entière ensuite. C'est pour cette raison que je me permets de vous recommander le porteur de la note, M. Lambiné, un Français progressiste, ami de longue date, amplement informé sur l'odieux complot ourdi contre votre gouvernement, votre régime, votre parti. Je serai particulièrement heureux, et tout le peuple malien aussi, si les renseignements qu'il vous communiquera vous permettront de juguler définitivement toute velléité de coup d'État contre vous. Monsieur Lambiné serait heureux si vous pouviez l'introduire auprès du président Massamba Deba. Fraternelles salutations à vous et à tous les camarades du Congo. Modibo Keïta, président du Conseil du gouvernement de la République du Mali. Voilà. Alors donc nous allons continuer à vous livrer le point de vue de la commission, puisque là je vous ai lu ce que le président, soi-disant Modibo Keïta, avait adressé à son ami, le Premier ministre Pascal Lissouba. En tout cas, le président du Mali n'écrit pas à un ami personnel, la lettre n'étant pas adressée à l'ami Pascal Lissouba, mais à monsieur le Premier ministre et cher ami. Donc le style n'est pas au tutoiement. Et le terme ami placé immédiatement après monsieur le Premier ministre ne semble être qu'une formule d'usage, puisque dans le corps de la lettre, le président Massamba Deba est également appelé l'ami Deba. Donc l'on ne comprend pas qu'entre les deux amis, qui n'ait pas choisi de s'adresser directement à celui de son rang, qui est le destinataire par essence, et finalement le plus visé en tant que garant du système. Voilà donc un peu les contradictions, pour ne pas dire si cette lettre n'était pas préfabriquée par Lissouba lui-même. En tout cas, le sentiment réel qu'on a en examinant cette lettre est qu'elle a été conçue et rédigée au Congo. Et visiblement, c'est une manipulation. Quand on sait combien l'ambassadeur du Mali, Alioune Diakité, était impliqué dans le mouvement révolutionnaire congolais, au point de porter la tenue de la GMNR, de participer aux vigilances de jour comme de nuit. Bien entendu, cette manipulation s'est jetée sur une conjoncture internationale faite de tensions et qui, singulièrement présentée entre le Congo et son voisin, le Congo Léopoldville, une illustration de celle-ci. Donc, la jeune révolution congolaise, qui clamait haut et fort quel serait le tombeau de l'impérialisme international en Afrique, justifiait de la part de Tchombe des craintes bien évidentes contre lesquelles la prévision passait par la déstabilisation de celle-ci, chose pour laquelle il bénéficiait de la compréhension des pays occidentaux, voire de leur soutien. Donc, à la réception de la lettre, le Premier ministre introduit M. Lambiné auprès du président de la République. De leur entretien, il résulte les recommandations faites au Premier ministre, à savoir demander à M. Lambiné de consigner par écrit ses propos afin que la sécurité puisse suivre. Saisir l'OCAM, sensibiliser les ambassadeurs accrédités au Congo pour une information à leur pays respectif, être prêt pour d'autres informations. Il s'ensuit un balai diplomatique. Le ministre Bikouma est donc porteur d'une lettre à l'OCAM pour information. Le Premier ministre conduit une délégation à la réunion de l'OCAM à Bangui, pendant que d'autres délégations s'en vont en direction des pays progressistes d'Afrique.
Donc sur le plan interne, le président de la République demande au Premier ministre de lui préparer une fiche en vue d'information à la nation. Celle-ci présentée, le chef de l'État ordonne au Premier ministre de la lire à l'attention du peuple congolais, ce qui est fait le 12 février 1965 à l'Assemblée nationale. C'est au cours de cette déclaration qui aurait dû être lue par le président de la République que le Premier ministre a annoncé la gymnastique physique devant la présence de certains dirigeants et amis. Après la dite déclaration, le Premier ministre présente aux membres du groupe de Mpila quelques explications irrelatives, lesquelles s'avèrent loin d'être complètes, car si elles présentent le volet extérieur du complot, elles ne comportent rien sur le plan intérieur. Alors, M. Mbindi, directeur de la Sécurité nationale, finalement plus informé, saisira cette occasion pour révéler aux membres du groupe Mpila l'existence des protagonistes locaux, à savoir Matsokota, Poabou et Massoémé. À ce stade, il y a lieu de se poser la question de savoir depuis quand était-il informé, si l'on avait informé son ministre de l'Intérieur, comme le requiert la hiérarchie. En avait-il choisi de les garder par devers lui pour une gestion technique, laquelle l'autorité de Mbindi en tant que chef des renseignements n'est nullement contestée, au point que cette thèse de protagonistes locaux ne soulève aucune discussion, si ce n'est que certains prétendent qu'il faut les neutraliser et d'autres de les faire suivre afin de les prendre en flagrant délit. L'aile dure du groupe de Mpila, qui avait trouvé le gouvernement laxiste dans cette affaire, a décidé de s'en occuper de manière énergique. Qu'entendait-elle par énergique? Le 14 février 1965, réunion qui suit celle de la veille, Mbindi revient avec une autre information selon laquelle les événements étaient en train de se précipiter. Les protagonistes locaux avaient décidé de passer à l'action. Le groupe lui demande d'en référer au président de la République pour conduite à tenir. À cette réunion participaient M. Noumazalai, Mabungu Bimba, Wombesa, Lunda, Ndala et Mbindi. Du président de la République, il ne reviendra aucun écho. A-t-il été informé ou non? Toujours est-il que le pays tout entier apprend avec horreur que 3 hauts fonctionnaires ont été enlevés dans la nuit et assassinés. Les corps de Matsokota et Massoémé ont été retrouvés mutilés dans la boue, aux environs de Kintélé. À ce jour, le corps de Poabou n'a jamais été retrouvé. Que s'est-il passé réellement? La dernière, et ça, c'est la question qu'on doit se poser, parce que c'est Ambroise Noumazalai qui était chargé justement d'enlever le président de la Cour suprême, tout juste parce qu'il y avait également aussi un problème de rivalité, il faut le dire. C'est pour ça que j'ai interpellé également Mme Emeniali pour qu'elle fasse plus de lumière sur cette question, parce qu'elle était la convoitise de 2 leaders à l'époque, Matsokota qui était son ami, et puis Ambroise Noumazalai qui tenait à tout prix également à en faire une épouse. Voilà. En tout cas, la dernière réunion de Mpila, ça c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer, parce que nous savons très bien que nous avons également aussi des informations des plus anciens, notamment Moudi Leno et autres, qui les ont connus à l'époque de l'AEC et de la FEANF. Merci. Donc, d'abord, je veux souligner une chose. Matsokota était l'homme qui était craint. D'abord, non seulement il était très brillant, très éloquent, mais en tout cas, une fois, ils ont tenu une réunion à Paris et il expliquait, parce que c'est quelqu'un qui était très intelligent, il comprenait que sur le groupe, ses collègues de la FEANF ou de la EEC ne comprenaient rien. Il était obligé de leur dire, mais dans quelle langue je vous parlais? Je vous parle bien en français. Donc, ça avait dû énerver les Lissouba et autres, et probablement ils lui ont gardé une sale dent. Et c'est pour ça qu'on lui a réglé son compte. Probablement, parce que ça aussi, ça fait partie. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Souvent, c'est des petites choses là, comme ça, qu'on veut reproduire. Ceux qui sont en France, vous voyez des gens qui ne sont pas suffisamment cultivés, qui ne progressent pas, qui ne sont pas à la hauteur, mais qui envient les autres. Et après, ce sont des règlements de compte au pays. Et c'est pour ça qu'il faut faire une démocratie. Il faut établir les règles, reprendre les règles qu'on a mis
à la conférence nationale la probité morale pour le choix des cadres. Sinon, on va reproduire ce qui s'est passé dans les années 60, où on a tué des gens parce qu'il y avait un problème de compétence, un problème d'ego, un problème de jalousie, un problème de haine. En tout cas, la dernière réunion de Mpila, je poursuis maintenant, la dernière réunion de Mpila était une réunion de concertation complétée par une autre réunion tenue au cabinet du Premier ministre sous la présidence de Van den Riesen, le directeur de cabinet, et où l'on remarquait la présence des éléments comme Ngayo et les maquisards camerounais de l'UPC. Dans la soirée, vers 20h, les mêmes gens se sont retrouvés au domicile de Hombessa, point de ralliement et le départ des opérations. Ici, on peut citer singulièrement la présence de Van den Riesen, Kamanke, Lunda, Kimboalankaya. Entre-temps, Hombessa avait réquisitionné 2 véhicules de police et une Land Rover de son cabinet sous prétexte d'une démonstration de nuit. Il faut relever qu'en tant que président de la GMNR, Hombessa détenait des armes. Entre 22h et minuit, Massokota, Poabou et Massemé sont enlevés. La police, informée de la situation, arrive sur les lieux, précisément au domicile de Poabou, mais repoussée par les ravisseurs, entre autres Ngayo, identifié suite à une altercation avec mademoiselle Niali, qui avait réussi à lui retirer la cagoule. Plus tard, Mbindi, et donc, comme je vous ai dit, donc, mademoiselle Niali Gomet, Niali Aimé, mademoiselle Niali, qui était donc la nièce du président de la Cour suprême, était sur place. Et donc, vous avez suivi, c'est lui donc qui avait retiré la cagoule à Ngayo, et qui va donc identifier Ngayo. Plus tard, Mbindi et Hombessa, d'ailleurs, vous pouvez suivre la version que Ngayo donne à la conférence nationale. Je ne sais pas si les gens se rappellent, lorsqu'il a dit qu'il avait besoin d'être protégé et que vous avez suivi, hein, en tout cas vous avez suivi. Vous pouvez aller donc dans notre site, ou plutôt dans la chaîne YouTube FRTDH, vous allez suivre comment Ngayo a expliqué l'enlèvement de Matsukota, Poabou et Massemé. En tout cas, plus tard, Mbindi et Hombessa se retrouvent au poste frontalier de la Tiémé, où Mbindi facilite le passage d'un véhicule transportant les victimes. Ce mouvement a été consigné dans le registre de main courante du poste de police de la Tiémé. Ce qu'on sait par la suite, c'est que le lendemain matin, la brigade de gendarmerie de Poto-Poto a découvert aux environs de Kintélé, dans la boue, 2 corps mutilés qui se sont révélés être ceux de Matsukota et Massemé. Nous allons également vous parler des responsabilités. Parce que le rapport de la commission ad hoc assassinat était bien étayé et ils ont également mis un chapitre sur les responsabilités. En tout cas, la responsabilité collective du groupe est pour la commission quelque chose d'acquis et d'irrécusable. Toutefois, il est bon de souligner qu'elle tient au fait que le groupe ait décidé de faire suivre les protagonistes locaux sans un contrôle méticuleux des informations reçues, ce qui favorisait la manipulation. Voilà pourquoi, voilà pour la responsabilité collective. Quant aux responsabilités individuelles, elles mettent en lumière l'âme de la manipulation, à savoir M. Michel Mbindi. Qu'apparaît-il? En effet, M. Alioune Diakité est celui-là qui introduit cette lettre, à tout le moins contestable, de la part de Modibo Keïta. Comme je vous l'ai lu, je pense que j'ai même fait les observations. Quand le Premier ministre arrive devant le groupe de Mpila pour l'information, c'est M. Mbindi qui traduit une connaissance avancée du complot et cite les protagonistes locaux. Quand le groupe commet les 10 protagonistes à la surveillance, c'est encore M. Mbindi qui revient devant le groupe annoncer que les événements se précipitent et que le comploteur
ont décidé de passer à l'acte. À la demande qui lui est faite d'en référer au président de la République pour avis, il n'y aura jamais de réponse si ce n'est la mort des protagonistes. Sa présence révélée au poste de police de la Sémé en compagnie de Ombessa, consignée dans la main courante, confirme la maîtrise d'un bout à l'autre de l'opération par celui-ci. Quant à Ombessa, il lui échoit la responsabilité de la préparation matérielle de l'opération, fourniture d'armes, de véhicules et d'une partie du personnel dont Kamanke, Mabouaka, Malunga, Étienne et Ekouvoa, alias Castro. S'agissant de Noumazalaï, Ndala et Lunda, ils avaient le contrôle des militants de la section numéro 10 GMNR, dont Gayo et Vanden Rizen et les maquisards de l'Union du peuple camerounais, du PC, qu'ils ont utilisés pour l'exécution du forfait. Monsieur Mabongo Bimba, au domicile duquel se tenaient les réunions, notamment la dernière, est retenu dans les liens de la responsabilité collective, aucun élément ne permettant de retenir sa responsabilité individuelle. De la responsabilité du président de la République et de son premier ministre Pascal Lissouba. Donc de la responsabilité du président de la République, Alphonse Massamba Deba, et de son premier ministre Pascal Lissouba. On peut s'émouvoir de la légèreté avec laquelle ils ont traité cette affaire qui a abouti aux exécutions de Poabou, Matsukota et Mafremé. Et c'est quand même des hauts cadres de la République. Il s'agit du président de la Cour suprême et du procureur de la République et du directeur général de l'agence de l'information. Donc la commission a retenu contre eux la responsabilité collective. Quant à leur responsabilité individuelle, la commission s'est trouvée divisée devant deux thèses. Celle qui conduit à la responsabilité individuelle du Premier ministre, Pascal Lissouba, celui du président de la République, celle qui conclut à la non-responsabilité individuelle. Il a été procédé à un vote au niveau de la commission ad hoc assassinat, élargi aux experts qui a donné les résultats ci-après. 10 pour la responsabilité individuelle de chaque membre du groupe d'Mpila. 11 contre. Ce rappel a simplement l'intérêt de rappeler l'atmosphère qui a régné au niveau de cette commission. En effet, les experts compétences extérieures conformément au règlement intérieur de la conférence nationale souveraine n'ont pas le droit de vote. Il leur est simplement demandé de donner leurs avis techniques sur une gestion. Il appartient en dernier lieu à la commission politique de tirer toutes les conséquences politiques. Alors, les arguments en présence. Les tenants de la responsabilité individuelle de chacun des membres du groupe de Mpila estiment qu'il y a des instigateurs et des auteurs dans l'assassinat de Matsukota, Poabou et Mafremé, chaque tendance étant représentée par un responsable. Il va de soi que la responsabilité individuelle soit engagée. Il y a co-responsabilité des membres composant le groupe de Mpila. Chacun est tenu responsable. Quant aux opposants à la responsabilité individuelle, ils affirment ne pas disposer d'éléments tendant à confirmer la thèse selon laquelle les instructions auraient été données pour exécution des comploteurs. En conséquence, le vote des experts ne saurait engager la conférence nationale souveraine. C'est la raison pour laquelle ce débat est porté à la haute appréciation de la conférence nationale. Au regard de tout ce qui précède, la commission conclut que Poabou, Matsukota et Mafremé ont été victimes d'assassinats avec préméditation perpétrés par le groupe de Mpila, représenté par la tendance Mbindi, la tendance Noumazalaï et la tendance Lissouba. La commission ad hoc donc a fait des observations, donc pour ne pas dire des suggestions. Il observe que ces faits qui constituent des assassinats caractérisés avaient été jugés en 1969 et que la décision rendue est retenue définitive et a acquis l'autorité de la chose jugée. Il faut rappeler que les condamnés ont exécuté, donc purgé leur peine, et si les faits n'avaient pas encore fait l'objet d'une décision de justice, il y aurait lieu de rappeler qu'ayant été commis
depuis plus de 10 ans, ils sont aujourd'hui frappés de prescription. Aucune action publique ni civile fondée sur l'article 1382 du Code civil ne peut plus être intentée. Enfin, même s'il n'y avait ni décision de justice, ni prescription des lois d'amnistie qui sont intervenues, dont la plus récente est celle portant numéro 028 /12/1990, il faut rappeler encore que l'amnistie ne constitue pas un obstacle à l'indemnisation des parties civiles. Donc les 3 victimes n'ont jamais été auteurs d'un complot réel et qu'il conviendrait de porter leur nom sur la stèle qui sera érigée à la mémoire des victimes de l'intolérance. Voilà, et jusqu'à ce jour, d'ailleurs, je tiens à faire la remarque, aucune stèle à ce jour n'a été érigée à la mémoire des victimes de l'intolérance, et ce n'est certainement pas demain qu'on la verra, surtout que les professionnels de cette politique d'intolérance sont revenus aux affaires dans les conditions que vous connaissez. Et d'ailleurs, je vous signale, je vous montre les images, déjà en 93-94, lorsque le MCDDI et l'UPADES, pour ne pas dire la mouvance présidentielle de l'Issouba, ont été en conflit, il y a eu des morts, ils ont érigé une stèle à Pika, à Mfilou. Je vous montre les images. Et cette stèle, quand ça soit arrivé aux affaires en 1997, après donc la guerre civile, et je vous assure que cette stèle a été démolie. Heureusement que j'ai des images, j'ai même le film. Mais je vous montre les images parce que le film là est prêt. Je vous le montrerai un jour pour montrer comment justement le camp de l'Issouba avait amassé beaucoup d'armes, des obus et tout, tels que nous les voyons aujourd'hui dans la guerre de l'Ukraine. Et ça me fait sourire. C'est pour dire que, bon, l'équipe de l'Issouba qui a commencé les assassinats, comme vous avez bien suivi, a mal géré son gouvernement et a préféré faire la guerre alors qu'il aurait pu mettre Sassou en minorité s'il s'était rendu à Libreville. Sassou n'allait pas user de la force. Et je pense que la France n'allait pas avoir les moyens justement de continuer à aider Sassou pendant même le conflit, puisque c'est Chirac qui a aidé Sassou à gagner cette guerre avec la présence des Angolais et des gars de la Légion étrangère. En tout cas, merci pour aujourd'hui. Je pense que nous avons été très longs. La 3e partie, puisque nous avons fait 2 parties, aujourd'hui c'était la 2e partie. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis dans la première partie, qui présentait le sujet, ils peuvent effectivement voir notre vidéo YouTube. Et nous allons aussi engager un débat pour ceux qui veulent approfondir la question, parce que c'est tout à fait normal de parler de ces événements. On ne peut pas bâtir un pays sans connaître son passé et également regarder le présent. Et pour ceux qui sont des fanatiques, qui ne comprennent rien, et d'ailleurs c'est pour ça que nous proposons une véritable solution. La solution, c'est la fédération. Faire du Congo un État fédéral, c'est-à-dire les entités régionales seront des entités autonomes et le pouvoir central aura un pouvoir assez réduit, par exemple au niveau de la défense nationale, mais sur certains aspects, que ce soit éducation et tout, chaque région peut s'organiser justement pour développer le pays. En sachant qu'aujourd'hui, Macron s'apprête à aller au Congo-Brazzaville, mais nous demandons à Macron, c'est vrai, il faut que la France ou l'Europe récupère le gaz qui est brûlé, parce que le gaz du Congo est brûlé. Le Congo produit le gaz, et je le dis, ce gaz-là doit être vendu, et les fonds ne doivent pas être donnés au gouvernement, qu'il y ait une compensation, qu'il fasse le troc. Nous vous donnons le gaz, et développer surtout la première région où on produit ce gaz. Il y a la pollution,
il y a des infrastructures qui ne sont pas correctes. Regardez une ville qui produit le pétrole, pour ne pas dire une région qui produit le pétrole, c'est la région et qui est la plus pauvre. L'une des régions les plus pauvres au Congo. Vous ne pouvez pas imaginer avec cet argent. C'est pour ça que nous disons à Macron, oui, si vous allez au Congo, faites libérer des prisonniers politiques, faites tout pour signer des accords. Vous dites, nous allons, au lieu de brûler le gaz au large de Pointe-Noire, nous allons récupérer, nous allons acheter ce gaz, mais nous n'allons pas vous donner de l'argent. Nous allons faire une compensation. C'est le troc. Nous allons réaliser des infrastructures, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan éducation, hein, notamment les problèmes d'éducation, les problèmes d'infrastructures routières. Vous voyez une ville comme Pointe-Noire. Lorsqu'il pleut, ce sont des inondations. Donc il faut refaire les canalisations, il faut refaire les infrastructures, il faut les infrastructures sanitaires, les hôpitaux, les écoles, les routes. Et ça, il ne faut pas donner l'argent à ceux qui ont des poches trouées, à ceux qui mènent une vie à ceux qui se moquent du peuple avec l'argent qu'ils ont, et ils organisent des compétitions, qui cherchent à organiser des cérémonies. Tu as vu l'argent du Congo, que ce soit l'argent du pétrole ou l'argent des autres minerais, le peuple ne voit rien. Pour une petite population de 5 millions d'habitants, le peuple congolais croupit dans la misère. C'est pour ça que nous attirons l'attention de ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, de faire pression à ceux qui viennent exploiter le pétrole, de tout faire pour faire le troc. Nous avons besoin maintenant du troc. On n'a plus besoin qu'on libère l'argent, parce que cet argent, justement, sert à acheter des armes au Congo. Et ces armes-là, justement, pour mater les populations. On n'a pas besoin des armes au Congo. De toute façon, comme je l'ai dit dans mon ouvrage et dans ma thèse, aucun pays au monde ne peut soutenir une guerre tout seul. Et on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine, la Russie. Ils sont obligés de demander des armes par-ci par-là. On a vu comment les États-Unis et l'Occident n'ont pas réussi à maintenir la démocratie en Afghanistan. Et ça, c'est clair. En tout cas, j'en ai terminé. Donc, j'attire l'attention de tout le monde pour que l'histoire soit mieux interprétée et soit mieux rendue. Et c'est pour ça que tout le temps, j'interpelle ceux qui ont été des acteurs de la vie nationale au Congo. Il s'agit par exemple de Ndalagraï, il s'agit de Okoko-Jacques, il s'agit de Théophile Obenga, et ceux qui sont encore en vie et qui ont connu des événements de 65, des événements de 77, parce que les événements après 93, nous-mêmes, nous les avons vécus, et nous essayons de raconter cela dans cet ouvrage que vous voyez, même si nous évoquons l'aspect historique, mais il y a des choses que nous avons pu expliquer dans cet ouvrage, qui est complet, l'autopsie d'un État totalitaire. Et il y aura bientôt une autre édition. Je vous remercie, donc à bientôt. Nous avons été longs. Merci beaucoup. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel, égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée, car il est important que nos enfants connaissent également leurs droits. Article 21. Tu as le droit de participer aux affaires politiques de ton pays, soit en faisant toi-même partie du gouvernement, soit en choisissant des hommes politiques qui ont les mêmes idées que toi. Les gouvernements doivent être élus régulièrement et le vote doit être secret. Tu dois pouvoir voter et toutes les voix ont la même valeur. Tu dois pouvoir accéder à la fonction publique comme n'importe qui d'autre. Citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit.